Bonjour et bienvenue dans ce 77e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et bientôt biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le roman avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Et lorsque je parle de mon autre texte, c'est celui-ci que j'évoque. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler ce second projet, j'ai suivi un atelier d'écriture grâce auquel j'ai pu bénéficier d'un diagnostic éditorial. Dans cet épisode, je vous parle enfin des retours de ce diagnostic, de périodes à haute intensité émotionnelle, d'incidents déclencheurs, de public cible, d'incarnation, de titres, de la fin, de prologue, d'approfondissement, de recherche et de bien d'autres choses comme d'habitude. Tout de suite, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous. Le lundi 1er juillet 2024. Je sors tout juste de mon diagnostic éditorial et je suis super contente. Ça s'est hyper bien passé. Elle a été hyper positive vis-à-vis de mon texte. C'était que des bons retours que j'ai eus. Elle m'a proposé quelques petits ajustements avec lesquels je suis entièrement en accord. Elle m'a proposé plein de pistes hyper concrètes de retravail. Bon, pour l'instant, c'est beaucoup d'informations. Donc là, il faut que je fasse un peu le tri. Il faut que je vois aussi dans quelle ordre je vais reprendre les choses. Peut-être ça va me prendre un peu plus d'un mois de travail. C'est des ajustements, mais ça représente quand même beaucoup de travail. Mais voilà, je suis super contente. Elle m'a dit, entre autres, que entre mes deux textes... c'était le jour et la nuit, mais dans le sens positif du terme. Elle pense que je peux l'envoyer aux éditeurs adultes et jeunesse, mais elle penche quand même beaucoup plus pour la jeunesse. Là, je ressors tout juste, donc je suis encore un peu dans l'émotion de cette discussion, de cet échange, mais je suis très enthousiaste, ravie. Je sens que là, je tiens le bon bout et j'arrête pas d'avoir des confirmations que mon texte tient la route. Bah, ça le fait, quoi. Je suis trop contente, vraiment. Le jeudi 4 juillet 2024. Je pensais me remettre à écrire dès après mon diagnostic éditorial, commencer à corriger mon texte, reprendre mon manuscrit. Et en fait, je suis dans la capacité totale de m'y remettre parce que je traverse une période extrêmement difficile à haute intensité émotionnelle, ce qui fait que je ne suis absolument pas disponible pour l'écriture. J'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à trouver le temps. Et comme j'ai énormément de mal à dormir, j'ai du mal à me lever tôt, parce que du coup j'ai des insomnies, enfin bref. Donc pour l'instant j'ai pas du tout repris les corrections. Je me suis dit que j'allais me laisser jusqu'à lundi, en espérant que lundi je puisse m'y remettre, retrouver un rythme de travail à peu près normal, et faire envers et contre tout. Je sais pas si c'est possible. Alors j'écris beaucoup en ce moment, mais pas du tout sur mon roman. Voilà, parce que j'ai besoin de me vider un petit peu des émotions qui me traversent. Donc voilà, là c'est plutôt mon journal dans lequel j'écris. Après, j'essaye de me servir aussi de tout ce que je ressens pour noter sur les papiers qu'est-ce qui se passe aussi dans mon corps, pour pas avoir toujours la même façon de parler des émotions. Et puis la prochaine fois que j'écrirai, pour pouvoir être très juste dans ce que vivent mes personnages, à travers les sensations de leur corps. Je me suis dit que j'allais mettre à profit tout ce que je traversais pour l'écriture. C'est pour ça que j'écris beaucoup, je prends beaucoup de notes aussi sur ce que je vis, sur le déroulement des faits, pour avoir une trace de cette période, parce que je sais qu'un jour, j'en ferai un livre. Alors certainement pas demain, hein. Il faut du temps pour digérer les choses et pour pouvoir écrire dessus, mais c'est clair que ce que je traverse fera sans doute l'objet d'un livre. Je ne sais pas dans quel cadre, je ne sais pas si ce sera de la fiction ou un roman, mais je réutiliserai ces moments-là. Donc même si j'ai du mal à quand même tout noter dans le détail, etc., je note quand même pas mal de choses. Le mardi 9 juillet 2024. Je viens de reprendre le travail autour de mon texte, autour de l'essai comique. Je viens de finir de réécouter tout l'enregistrement que j'ai fait de mon diagnostic éditorial
et j'ai pris des notes. Je vais essayer de vous en partager quelques-unes. Je vais essayer d'être synthétique parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et puis vous partager uniquement des choses qui peuvent vous être utiles aussi pour vous. L'un des gros points sur lesquels il va falloir que je retravaille, c'est sur la relation entre mes deux sœurs. Je me suis rendu compte pendant notre échange que je n'avais pas tellement travaillé, que je n'avais pas tellement réfléchi à la relation qu'entretenaient les deux sœurs avant que l'histoire commence. Si bien que j'ignore comment elle est modifiée par un événement qui se passe au début du roman. Le roman commence presque par là. Donc avant qu'on ait pu voir quelle relation entretenaient les deux sœurs, il y a un élément perturbateur qui vient interférer entre elles et ça chamboule tout, sauf qu'on ne sait pas ce que ça vient chambouler parce que le lecteur comme moi-même, on ignore quelle était leur relation avant ça. Donc ça, c'est vraiment un élément hyper important que je dois travailler et je pense que ça peut vraiment avoir une incidence sur tout le texte une fois que j'aurai ça un peu mieux en tête. La première réflexion que m'a faite la personne de l'école, c'est que ce texte est tellement différent de l'autre. C'est assez rare que d'une même personne, on puisse avoir deux textes si différents dans l'écriture comme dans le traitement. Ça l'a beaucoup surpris et moi, là où ça m'encourage énormément, c'est que je me dis que le travail paye. J'ai la preuve que mon travail n'a pas servi à rien, qu'il commence à porter ses fruits et je suis hyper fière de moi. Comme moi, elle se pose la question du public cible. Pour elle, c'est plus un roman jeunesse. Comme s'il aurait plus d'espace pour déployer ses ailes dans la littérature jeunesse. Parce que si je le publie en littérature adulte, je risque de me couper de toute une tranche du public qui pourrait être intéressée par mon texte. Être publié en jeunesse n'empêchera pas des adultes de me lire. Par contre, être publié en adulte, il y a peu de chances pour que des jeunes me lisent. Et a priori, je pourrais trouver mon public parmi les jeunes. Donc elle, ce qu'elle me conseillait, même si elle penchait beaucoup plus pour un envoi en maison d'édition jeunesse, c'était de l'envoyer aux deux. Elle me dit quand même qu'elle pense qu'il manque quelque chose d'un certain recul pour que ce soit une littérature plus adulte, parce que j'ai vraiment décidé d'être dans un jeu immersif. Le langage fonctionne, pour elle, il n'y a pas du tout de problème de niveau de langue. À aucun moment, elle a vu l'adulte à travers mon personnage. Et donc, c'est un texte qui pourrait vraiment être entre des mains d'ados et leur faire du bien, quelqu'un de 14-15 ans. Même à 13 ans, pour quelqu'un qui lit déjà pas mal. Il n'y a rien qui empêche la compréhension, rien qui empêche de capter toutes les subtilités du texte. C'est marrant parce qu'elle me disait que justement, le genre de texte que moi j'ai fait, c'est pas du tout ce qu'elle a l'habitude de lire. Parce que c'est pas forcément une littérature dans laquelle elle se reconnaît. Et elle s'est fait la réflexion qu'en me lisant, justement, elle était en train de revoir son jugement. Parce qu'il y avait vraiment des choses où elle se reconnaissait. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif pour moi. Et si par contre, j'avais envie que ce soit plus un livre pour les adultes, peut-être qu'il faudrait que dans ces cas-là, j'insiste plus sur le fait que j'ai aussi envie de parler aux parents. Et je me rends compte que je suis pas sûre d'avoir tellement envie de parler aux parents. Je crois pas que ça soit vraiment à eux que je m'adresse. Alors évidemment, ils peuvent se retrouver dans les parents de mon personnage, mais c'est pas à eux vraiment que je fais passer un message. Entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de message comme on l'entend. Et puis ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a aussi comparé mon projet avec la série Harry Potter. Alors non pas que je m'inscrive dans la même lignée, mais disons que il y a une ambition telle avec ce projet qui pourrait se rapprocher d'une ambition comme celle qu'a pu avoir J.K. Rowling. Mais au départ, Harry Potter a été publié en jeunesse, très jeunesse, et puis au fur et à mesure du texte, les lecteurs ont grandi avec le personnage. Bon, il y a très peu de chances pour que je touche le même public, mais ce que je veux dire par là, c'est que certains lecteurs pourraient grandir avec mon personnage. Et si plus tard, on est plus dans la littérature adulte, rien n'empêchera les adultes de revenir aux premiers textes qui ont été publiés en jeunesse, si jamais ça se présente. Mais bon, on n'en est vraiment pas là. Là où il fallait que je travaille, c'était sur l'incarnation des garçons, que je dois un peu durcir, que le motif blond aux yeux bleus revient un peu trop souvent, on a compris. Et puis aussi de réfléchir à cette question entre les deux sœurs, quelle est leur relation à l'amour? Quelle conception elles ont de l'amour? Est-ce que c'est la même ou est-ce qu'elle est différente?
Ça, je crois que j'ai pas assez creusé cette question-là. Elle me disait que il y avait un rôle entre les deux sœurs qui était fondamental dans mon texte et que je n'étais peut-être pas allée au bout de ce geste-là. Là, je parle peut-être par énigme, mais on en a beaucoup discuté et je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. Elle trouve que mon personnage est quand même très très mature pour une fille de son âge et que peut-être ça serait bien qu'elle ait des moments d'enfance qui reviennent, parce que c'est vrai qu'à 12 ou 13 ans, on est quand même encore une enfant. Et ça, on le sent plus tellement dans mon texte. C'est vrai que moi, c'est une enfant un petit peu en avance, on va dire. Oui, il y a vraiment des réflexions à rattacher à l'incident déclencheur, des liens à creuser et à refaire par rapport à l'incident déclencheur. Là, l'incident déclencheur dans ce texte, il vient clairement tout basculer dans la vie d'Apolline. Et je suis pas allée jusqu'au bout de ce basculement. À quel point c'est un cataclysme dans sa vie. Je l'ai traité encore de façon un peu superficielle, même si c'est quand même déjà pas mal, mais il reste des choses à faire de ce point de vue-là. J'ai également des titres à mes chapitres qui correspondent à une certaine intention que j'avais envie de mettre en place, mais je suis pas allée jusqu'au bout de mon intention, ce qui fait que on a l'impression qu'ils sont un peu juxtaposés là et ça marche pas trop. Donc elle me disait, soit j'y vais à fond, soit je le fais pas parce que sinon ça passe pas très bien. Elle est pas fan des titres de toute façon. Bon, moi franchement, il y a certains titres que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y en a vraiment d'autres qui me plaisent pas du tout. Donc ça dépendra. Si j'en trouve assez facilement pour tous les chapitres, pourquoi pas. Si c'est pas le cas, je vais pas m'arracher les cheveux pendant des heures sur cette question-là. C'est un détail, on va dire, plus ou moins, quoi. C'est un petit truc pour me faire plaisir, pour rajouter du sous-texte au sous-texte. Il y avait aussi un passage qu'elle trouvait un peu long, qui était pour elle à resserrer, des scènes d'ailleurs que j'ai écrites récemment. J'ai toujours le même problème, hein. Quand j'écris pour la première fois des scènes, j'ai tendance à me répandre et donc après il faut que je resserre. Et ça, là, typiquement, dans ces scènes-là, c'est justement toute la partie où j'ai un peu augmenté la tension dramatique entre les deux sœurs avec certaines scènes. C'est ces chapitres-là qui sont à resserrer. Elle m'a apporté des réflexions qui ont vraiment fait écho en moi. Des choses que je n'avais pas vues comme ça, où je n'avais pas été aussi loin. Ce qui fait que ça me donne du grain à moudre pour pouvoir retravailler mon texte. Il y a notamment un élément hyper important, très difficile à manier parce que très subtil, que je peux quand même tordre et retordre, qui peut être très très intéressant à travailler. Bon, pour elle, le dernier chapitre qui avait été remis en question par ma dernière relectrice se justifie complètement. Il faut dire aussi qu'elle a lu une autre version, enfin, j'ai beaucoup retravaillé pour que le dernier chapitre soit logique. Donc, a priori, maintenant, ça marche. Justement, je lui ai parlé de cette possibilité de peut-être retirer ce dernier chapitre pour arrêter mon texte plutôt à un autre moment. Elle me disait, non, ça veut pas dire la même chose et j'ai pas l'impression que votre propos, ce soit ça. Donc là-dessus, elle est complètement d'accord avec moi, ça m'a bien rassurée. Mais en même temps, elle trouve que ma fin est à revoir. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Je ne sais pas encore trop comment je vais retravailler. Mais elle m'a donné un conseil qui peut peut-être vous servir. C'est-à-dire que quand on écrit un texte, c'est bien d'avoir en tête l'image avec laquelle commencerait notre roman et l'image avec laquelle il se terminerait. Comme si c'était un film. Et en effet, c'est vrai que j'ai une image un peu floue de la fin. J'aime pas trop d'ailleurs la scène finale qui se passe la nuit. Et je me dis, si c'était cinématographique, clairement, je terminerais pas sur une scène de nuit mon roman. On voit pas assez bien les visages, tout ça. Et donc j'ai des idées là, j'ai des petites images qui me viennent en tête. Et du coup, ça éclaire aussi un peu mon propos. Je sens que ça infuse en moi en fait. Que ça infuse et que ça se diffuse. Que j'ai pas encore réussi à saisir ni trop à cerner ce que je voulais dire. Mais c'est là, sous-jacent, et il va me falloir encore quelques jours ou quelques semaines de maturation pour que tout ça germe. Elle aime bien mon titre, celui avec lequel j'avais envoyé mon texte. Je lui ai parlé d'un nouveau titre qui m'était venu entre-temps, elle aime beaucoup moins, elle trouve que ça parle beaucoup moins. Alors pour l'instant, je vous dis toujours rien sur le titre, ça va venir, mais une fois que je serai certaine de mon titre, et je pense que je n'en serai pas certaine avant d'avoir un éditeur avec moi. Et elle me dit que le titre avec lequel je lui avais envoyé mon roman, moi je trouvais qu'il faisait un peu feel good. Elle me dit, pas du tout. Elle a pas du tout pensé à ça une seconde. Elle me dit, mais moi si je voyais ce titre sur une table de librairie,
Même au rayon adulte, je retournerai le livre pour, en gros, lire la 4e de couverture, quoi. Je serais quand même interpellée par ce titre-là. Et elle me dit qu'elle pense qu'il me faut un titre dans l'action. Ce que je fais justement avec ce titre-là, parce que ça correspond plus à mon écriture et à la narration de mon texte. Et que ce titre, il pose complètement mon intention, qu'il est clair, pas du tout déceptif, que c'est ce qu'il y a dans mon roman, que c'est le propos, et qu'il s'incarne en plus avec mes personnages. Elle disait qu'elle l'aimait bien et qu'elle trouvait qu'il fonctionnait. Je crois que je vais arrêter de me prendre la tête là-dessus, je vais la suivre au pied de la lettre pour le coup, parce que moi, je suis vraiment pas sûre de moi avec le titre. Et comme de toute façon, je n'ai pas le final cut là-dessus face à un éditeur, même si ça n'empêche pas qu'on puisse en discuter, bon, je vais lui faire confiance. Je lui ai parlé aussi de mon idée de préambule. Alors je sais qu'elle n'aime pas trop les préambules, c'est ce dont elle nous avait parlé dans la masterclass qu'elle nous avait faite, que c'était pas trop son truc, que souvent elle faisait enlever les préambules ou les prologues plutôt, au roman qu'elle recevait. Et donc je lui ai parlé de mon idée de prologue qui pourrait poser le cadre pour expliquer la voix de ma narratrice, le niveau de langue. Et elle me disait franchement, moi le niveau de langue m'a jamais perturbée. En plus c'est quelque chose que je dis un peu plus tard dans le corps du texte et elle trouvait que la manière dont on entrait dans mon histoire, elle trouve que la scène du début est hyper marquante. On rentre directement avec mon personnage, on ne s'oppose pas de la question de qui elle est. Donc si éventuellement j'ai envie d'affiner ce cadre-là au niveau de la langue, ça serait plutôt chapitre 2, mais pas dès le départ, quoi. Et elle me disait que le risque de faire un prologue, c'est que ça fait un peu mise en scène, mise en amine de l'auteur en train d'écrire, ou de la narratrice en train de se raconter. Et ça, les éditeurs n'en peuvent plus trop. Qu'en fait, on aime bien ça quand on écrit, mais que la plupart des lecteurs ne sont pas des écrivains, ou des écrivains tout court. Et puis pour en revenir au niveau de langue, elle disait qu'elle ne s'était pas du tout sentie perdue. Et pour en revenir à la différence entre mes deux textes, elle me dit voilà, par rapport aux retours que j'ai pu vous faire sur votre premier manuscrit et les retours que je vous fais sur celui-là, là il me semble que ça correspond beaucoup plus à des ajustements qu'à une reprise en main de tout le texte. Et c'est clair. Et elle me disait que ce texte était beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, qu'on savait où je voulais aller. Alors que dans mon premier texte, il y avait une nécessité de faire des choix, une nécessité de clarté, de resserrer le tout. Là, il y a déjà une écriture différente. Et puis, ça veut dire aussi que j'ai réussi à m'approprier la langue de cet âge-là, que ça ne sonne pas faux, à aucun moment. Et qu'à aucun moment, elle n'a vu l'adulte derrière l'enfant. Ça, c'est quand même vachement bien, hein. Donc voilà un peu en gros le bilan de ce diagnostic éditorial. J'ai plusieurs points à retravailler. Je pensais en avoir pour un mois de retravail. À mon avis, ça sera un petit peu plus que ça, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, je ne peux pas envoyer mon texte avant mi-septembre. Donc, je vais me donner comme deadline mi-septembre pour tout retravailler et d'ici là, je pense que j'aurai quand même bien avancé. Ce sont de toute façon des retours qui sont très encourageants, qui me confirment encore une fois que je tiens quelque chose. Donc j'espère que les éditeurs penseront la même chose. Mais bon, ça, c'est encore un inconnu dans l'avenir. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à reprendre le travail parce que j'ai tellement hâte de terminer que c'est toujours compliqué de reprendre à la base quelque part, même si le texte est déjà bien en place. Mais voilà, j'ai de nouveaux inconnus qui sont rentrés dans la danse et c'est ces inconnus-là qu'il va falloir éclaircir, déblayer, et ça c'est toujours un petit peu angoissant parce que je ne sais jamais à quel point je vais y arriver, combien de temps ça va me prendre, est-ce que je vais réussir à trouver ce qui ne va pas et à faire en sorte que ça fonctionne. Le mercredi 10 juillet 2024. Ce matin, j'ai commencé à travailler sur la relation entre mes deux sœurs, comment l'incident déclencheur transforme cette relation. Donc j'ai commencé par une description d'Ophélie, vue par Apolline, avant l'incident déclencheur. Et je voulais continuer cette description par une autre description après l'incident déclencheur. Mais ensuite j'ai plutôt enchaîné avec le journal au jour le jour d'Apolline. Avant l'incident déclencheur, pendant l'incident déclencheur, et là je me suis arrêtée après l'incident déclencheur, mais tout juste après, pour voir un petit peu comment se joue tout ce qui se passe en elle. J'ai l'impression que c'est la seule manière
que j'ai trouvées pour essayer de m'approcher au plus près de mon personnage, d'entrer dans la peau, dans la tête, dans le cœur de mon personnage pour essayer de la saisir au mieux, au plus profond. Bon, c'était un travail titanesque si je m'amuse à écrire le journal d'Apolline au jour le jour de la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai travaillé 2 heures ce matin, j'ai fait 5 pages de texte, j'en suis au mardi 3 septembre, voilà. Donc je suis pas sûre que ce soit une méthode très très efficace de fonctionner comme ça. Demain je vais reprendre ce travail mais différemment. En fait là je tourne un petit peu autour du pot pour essayer de trouver la méthode la plus efficace qui va vraiment pouvoir me servir très concrètement pour retravailler mon texte. C'est toujours compliqué d'approfondir les choses parce que je sais pas par quel bout les prendre, quoi. C'est un peu vague en fait. Par quel exercice concret on peut approfondir les choses? Donc en fait je vais plutôt tenter de répondre aux questions que la personne qui a fait le diagnostic éditorial a soulevées durant notre échange. Donc toutes les questions qu'elle a posées qui peuvent me permettre d'approfondir ma réflexion. Comme j'ai besoin d'écrire pour réfléchir, je vais écrire autour de ces questions. Je me demande combien de temps ça peut prendre aussi ce travail d'approfondissement parce que il est sans fin. On peut toujours creuser, on peut toujours aller plus loin. À quel moment on dit stop? Bon, peut-être que je le sentirai, hein, peut-être qu'à un moment je me dirai, bon bah là, j'ai le sentiment d'avoir obtenu quelque chose. J'ai de plus en plus tendance à me fier à mon intuition. On verra. Bon, aujourd'hui j'ai fait que tourner autour du pot. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir su saisir quelque chose de plus. Mais c'est une étape normale, donc je ne m'inquiète pas trop. Le jeudi 11 juillet 2024. Je continue ma réflexion autour de la relation entre les 2 sœurs. Qu'est-ce que l'incident déclencheur change dans leur relation? Et j'ai tendance à me perdre dans cette réflexion. Je pars super loin. J'ai l'impression d'avoir avancé d'un petit pas aujourd'hui, mais pour l'instant, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir l'insérer dans mon roman. Parce que si ma réflexion se poursuit et que je trouve des choses, déjà je ne sais pas à quel moment je pourrais l'arrêter, parce que ça peut être sans fin. Ça m'entraîne vers des réflexions à haute teneur philosophique. Donc voilà, il y a des personnes qui ont consacré toute leur vie à étudier certains sujets, notamment le sujet de l'amour. Et donc sans cesse, je suis en train de m'éparpiller, de me perdre, d'aller super loin. Là par exemple, aujourd'hui, ça m'a entraînée à replonger dans les bouquins autour de la pédagogie alternative dont s'inspire l'école dans laquelle évoluent mes personnages. Et donc là, je relis des textes qui parlent de cette pédagogie pour essayer de m'en inspirer pour le quotidien d'Apolline. Mais si je dois lire tout le texte avant de me replonger dans l'écriture, je suis pas prête de repartir, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est des recherches que je dois faire en parallèle, mais qui doivent pas prendre toute la place. Il faut pas que je me laisse happer là-dedans, parce que sinon, j'en aurai jamais terminé. Il faut tout le temps que je me dise, bon, je fais quoi avec ça maintenant? Comment je peux continuer? Comment je peux avancer? Est-ce que j'ai franchi une étape? Est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je peux passer à la question suivante? Toujours accroché à mon texte. Parce que là, je viens d'avoir une idée par rapport à l'étude d'un texte qu'il pourrait faire à l'école, qui pourrait être en parallèle de ce que vit Apolline, parce que je me souviens en plus d'avoir étudié ce texte dans l'école dans laquelle je suis allée, et ça pourrait être très très intéressant de faire le parallèle qui est un écho entre ce texte de fiction et ce que vit mon personnage. Mais voilà, là de nouveau, ça m'entraîne hyper loin, parce qu'il faudrait que je relise aussi ce texte, donc bon, pas sûr d'aller jusque là, mais voilà, c'est les réflexions que ça m'inspire aujourd'hui. Je vais continuer là-dessus demain, puis même là j'ai voulu commencer en répondant à une question précise, et en y répondant, je me suis rendu compte que pour vraiment m'approcher au plus juste, aller dans la profondeur des choses, il fallait que je sache intrinsèquement ce qu'avait pu vivre mon personnage. Et pour ça, j'ai repris son journal de bord, donc j'ai continué le même exercice qu'hier qui me prenait tant de temps. Donc voilà, il va falloir que je m'organise là les prochains jours pour ne pas me perdre dans ces recherches abyssales. Ou plutôt ces réflexions sans fin. Comment je pouvais l'appliquer concrètement à mon roman. Le dimanche 14 juillet 2024. Je suis assez contente de ma séance matinale. J'avais l'impression depuis quelques jours de me noyer dans cette réflexion pour approfondir la relation entre mes 2 sœurs. Et donc j'ai voulu revenir au texte
Et pour cela, j'ai repris mon chapitrage en le mettant à jour, en voyant comment je pouvais, dans le cadre de mes scènes, instiller des choses qui pourraient permettre d'approfondir un peu cette réflexion des derniers jours. Comment l'instiller dans mon texte, concrètement. Et donc, j'ai commencé à relire un peu mon chapitrage en voyant quels étaient les chapitres sur lesquels je pouvais retravailler. Et je suis arrivée au chapitre 9, il me semble. C'est un chapitre que j'avais lu à la Journée des auteurs. Et on m'avait conseillé, pour qu'il soit mieux incarné, de faire un dialogue entre mes deux personnages. C'est-à-dire que il y avait une discussion entre Apolline et sa meilleure copine. Et on avait plutôt l'impression d'assister à un monologue de la part d'Apolline, ce qui était un peu le cas, à vrai dire. Et cette scène n'était pas tellement incarnée. Elle marchait bien en l'état, je disais quand même des choses intéressantes, etc. Mais je pouvais aller plus loin et on m'avait conseillé, pour mieux l'incarner, qu'on voit plus les filles dans leur contexte, c'est-à-dire que là, elles font des tours de récré, elles discutent et qu'on ait plus un dialogue, reprendre les commentaires du texte pour les mettre en dialogue, pour les placer dans la bouche de l'une ou de l'autre, qui est une vraie communication entre elles. Donc c'est là-dessus que j'ai retravaillé ce matin, et je me suis rendu compte que je ne visualisais pas du tout cette scène. Bon, ça m'étonne pas du tout, parce que c'est vrai qu'elle était un peu hors sol. C'était beaucoup de réflexions, un peu les prises de tête qu'on peut avoir quand on est ado sur l'amour et les garçons, quoi. C'était ça qui m'avait amusée d'ailleurs au départ dans cette scène. Et là, j'ai décidé qu'il fallait que je l'incarne beaucoup plus, que je me représente cette scène. Donc pour l'instant, ce n'est pas sur les dialogues que je dois travailler, parce que du coup les dialogues sont complètement déconnectés de ce qui se passe, mais plutôt sur le contexte. Donc voilà, je me suis demandé quel temps ils pouvaient faire, quelles étaient les odeurs, qu'est-ce que font les filles. J'imagine qu'elles font des tours de récré, mais je sais pas trop où, je sais pas trop quel est leur environnement, les autres élèves ou les profs qu'elles peuvent croiser dans la cour de récréation, et ce qui se passe dans la cour de récréation. Notamment pour ça, je me suis dit que c'était bien de voir un petit peu quels étaient les jeux de récréation de l'époque. Donc j'ai commencé à faire des recherches à ce propos et j'ai retrouvé des trucs dont je me rappelais plus du tout. Par exemple, les POG. On jouait aux POG à l'époque. Alors pour ceux de ma génération, ils vont savoir de quoi je parle. Pour les autres, je vous invite à aller vous renseigner sur la question. Mais je me suis rappelé de ça et des différents jeux. Et là, d'un coup, les choses commencent à s'incarner. Bon, pour l'instant, je suis encore au stade des recherches. J'ai notamment l'idée qu'un des garçons peut être en train de jouer à un de ces jeux de l'époque, donc soit au POG, soit au jeu de la balle. C'est une balle de tennis qu'on fait rebondir contre un mur, avec des règles plus ou moins précises. Il faut que j'imagine comme ça, qu'est-ce qui se passe dans une cour de récréation, qui joue à quoi, qui fait quoi, quel est l'environnement visuel, sonore de mes deux personnages, pour que j'incarne beaucoup plus les choses. Et là, d'un coup, j'ai l'impression de travailler sur mon texte vraiment, et ça me rassure d'aller dans cette direction, parce que là, j'avais l'impression d'être complètement, pas déconnectée, mais un peu dans les hautes sphères, et je savais pas comment raccrocher ça à mon roman. Donc je suis assez contente de revenir à quelque chose de beaucoup plus concret par rapport à mon texte. C'est tout pour aujourd'hui et pour cet été, le podcast prend une petite pause estivale durant tout le mois d'août. J'espère vous retrouver dès la rentrée de septembre. En attendant, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez ce podcast de façon générale, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Je pense d'ailleurs communiquer sur cette plateforme durant l'été. En tous les cas, je vais essayer. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante aurelia.écriture@gmail.com. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Un immense merci pour votre écoute et votre fidélité. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent depuis le démarrage du podcast. Donc vraiment merci à vous. Je vous souhaite à tous un très bel été et d'excellentes vacances. À bientôt pour de nouvelles aventures.